Hey, bonjour tout le monde, bienvenue. My name is Victoria Morgan, I'm with Away Home Canada. Bienvenue à notre séance quand les jeunes mènent le changement. This is a session that has simultaneous translation. If you need to pick those up, please do that right away. Et avant tout, merci beaucoup à Home Depot pour leur soutien. Tiohtià:ke is historically known as a gathering place for many First Nations. Today, it is a home to a diverse population of Indigenous and other peoples. We respect the continued connections with the past, present, and future in our ongoing relationships with Indigenous and other peoples from coast to coast to coast. On est très content aujourd'hui d'accueillir un wonderful panel including Anne Lauzon from Dans la rue, ainsi que les membres de la coalition Jeunes Plus, Mike, Alicia et Anne. Mais on va commencer avec Sue-Ann McDonald et Mélodie. Bon matin tout le monde. Merci Victoria pour l'accueil. Donc, ce matin, justement, on a 3 présentations qui vont un peu ensemble. On travaille vraiment étroitement. Moi, je suis Sue-Ann McDonald, donc je suis chercheur-professeur à l'Université de Montréal. Et Mélo, je ne sais pas si tu veux dire t'es qui? Oui, bien bonjour. C'est Mélodie Cordeau. En fait, je suis chargée de projet à la Coalition Jeunes Plus, mobilisation et représentation jeunesse. Je suis aussi co-chercheur dans le projet PIGE avec Sue-Ann. Alors, on pensait débuter avec un projet de recherche qu'on a mené ensemble avec la Coalition Jeunes Plus et beaucoup de partenaires autour de la table sur la question de la prévention itinérance jeunesse au Québec. Et aujourd'hui, on va essayer de focuser un peu plus sur les éléments structurels et systémiques et l'importance des liens sociaux et de la citoyenneté pour penser la prévention itinérance jeunesse. On est une grande équipe. On est à la fin de ce projet-là. Puis avant que j'oublie, parce que j'ai essayé de l'insérer dans les diapos, mais ça maganait toute la mise en page, on a un dossier web sur le site de CREMIS, cremis.ca, cremis.ca. Et si vous faites prévention itinérance jeunesse, vous mettez ça dans le browser, ça va apparaître. Et en fait, ça fait à peu près 2 semaines qu'on a une toute dernière nouvelle balado sur la question du leadership des jeunes et la question du vécu des jeunes dans ce projet-là. Et je vous invite vraiment à l'écouter parce que je trouve que les jeunes ont... moi, je suis plus jeune, évidemment, là, je suis maintenant une vieille femme, mais les jeunes ont beaucoup à dire sur la prévention et comment on devrait agir. Puis c'est le but de ce matin, de mettre ça vraiment en valeur. Pour notre équipe, ça fait 4 ans qu'on a mené ce projet de recherche-action participative jeunesse. Vous voyez dans le schéma, il y a plein de chercheurs à droite qui ont été impliqués dans ce projet. Il y a aussi plein de partenaires, des coalitions, des regroupements qui ont aussi participé à la démarche, des centres de recherche aussi. Et probablement l'élément le plus important, c'est qu'on avait 4 co-chercheurs tout au long du processus de recherche. Donc, Mélodie Cordeau, qui est ici aujourd'hui, Mégane Charron, Tommy Prouroy et Yam Morin, qui ne sont pas là ce matin, mais qui ont vraiment fait partie intégrale du processus. Et aussi, on avait beaucoup d'étudiantes qui ont contribué à ce projet. Je vais juste avancer la diapo. L'idée était vraiment de prendre un peu, à faire une topo, qu'est-ce qu'on connaît sur l'itinérance jeunesse et la prévention à travers aussi nos projets de recherche qu'on mène. Donc, on peut changer le focus à travers cette équipe où on voulait vraiment aussi synergiser les savoirs, ça veut dire les savoirs qui émergent de recherche, les savoirs qui émergent du terrain, puis les savoirs expérientiels des jeunes aussi. La question était vraiment de se poser, que savons-nous de la prévention de l'itinérance chez les jeunes au Québec et que reste-t-il à savoir? Et pour ce faire, on avait toute une méthode qui est très recherche blabla, peut-être pas la chose la plus intéressante au monde, des choses un peu plus classiques, mais à chaque étape de la recherche, on vraiment entamait un processus itératif. Ça veut dire qu'on analysait, on faisait une analyse préliminaire des résultats, mais on partageait ça en équipe, surtout avec l'équipe des jeunes, les co-chercheurs. À chaque 2 semaines, on se voyait dans la rue, puis on analysait les résultats ensemble. Et à d'autres moments durant l'équipe, on analysait ça aussi ensemble dans un ensemble plus important, plus collectif avec les co-chercheurs académiques et les praticiens et praticiennes, les partenaires dans la démarche.
Donc, l'idée à la base était vraiment de vouloir, je dirais, oser, de penser autrement l'itinérance sur la prévention. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici au Québec? Parce qu'en fait, il y a plein de différents cadres de prévention qui existent. Il y a un cadre de prévention canadien qui existe, qui est très connu. Il y a aussi des cadres internationaux qui existent, qui sont aussi très connus. Mais nous, ici au Québec, on voulait se poser la question, on voulait vraiment avoir une approche ascendante, donc bottom-up, pour aller dire, mais qu'est-ce qu'on fait déjà qui pourrait être considéré comme la prévention, mais qu'est-ce qui reste aussi à faire? Donc, à la fois, on était inspiré par ces autres cadres-là, mais on voulait aussi développer notre propre cadre de prévention avec, comme j'ai dit, avec les partenaires, avec les co-chercheurs, avec des gens qui connaissent très bien aussi l'itinérance jeunesse. On voulait, dans ce sens-là, parce qu'on était dans un processus bottom-up, ascendante, on voulait sortir des paradigmes qui peuvent être un peu très linéaires de ce processus-là de prévention ou de prévenir même des situations plus chroniques, là, de dégradation aussi. On voulait sortir aussi d'une lunette, d'une façon de penser qui peut être très individualisante, très pathologique pour ces situations-là d'itinérance. Donc, on voulait sortir, penser autrement l'individualisation des problèmes sociaux, hein, de culpabiliser les personnes, les jeunes pour leur sort. Et on voulait reconnaître qu'en fait, il y a une diversité de parcours de vie, il y a une aussi hétérogénéité d'expériences. Et si on pense l'itinérance en termes des enjeux structurels, donc les formes d'oppression que les jeunes vivent, ça peut être le racisme, ça peut être le colonialisme, ça peut être la transphobie, par exemple. Mais comment ces formes d'oppression-là, ces enjeux structurels qui produisent justement la stigmatisation, la discrimination, comment ça façonne aussi les parcours de vie, puis comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour agir à ce niveau-là. Donc, c'est aussi une visée de ce projet-là, autant qu'on était dans cette approche très terrain puis très bottom-up, mais c'était d'interroger les structures qui produisent l'oppression à l'égard des jeunes, tout en reconnaissant la diversité des parcours de vie. Donc, on voulait vraiment agir dans ces prises en compte des dimensions qui sont plus invisibilisées et de l'itinérance subjective et structurelle pour offrir des réponses mieux adaptées à différents parcours de vie. Même la question de domiciliation, par exemple, on peut, dans les recherches, être dans des paradigmes très normatifs pour dire que, tu sais, évidemment, si on veut un toit, c'est important d'avoir un toit, mais il y a aussi différentes façons d'habiter, différentes façons de vivre. Donc, de changer la lunette et ne pas non plus stigmatiser différentes expressions de vivre, d'habiter. Donc, c'était vraiment notre démarche de vraiment faire ce virage de paradigme très palliatif, donc répondre à des situations de crise, d'urgence et penser plus en termes de prévention. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez déjà un grand intérêt pour l'itinérance jeunesse. Donc, on a mis quand même quelques stats dans notre diapo. Je pense, probablement, ce sont peut-être des éléments que vous connaissez déjà. On sait très bien que les jeunes qui ont des expériences, qui ont vécu des situations d'itinérance, ont souvent beaucoup de contacts avec, par exemple, la Direction de protection de la jeunesse, que ce sont des jeunes qui sont moins scolarisés pour toutes sortes de raisons, qui, à la sortie des prises en charge institutionnelles, sont plus enclins de vivre des situations d'itinérance, et qu'il y a des populations, surtout, qui sont surreprésentées dans l'itinérance jeunesse. Donc, on a mis quelques indications ici. Tout cela pour dire que dans les recherches sur l'itinérance jeunesse, on sait que si on a connu beaucoup de situations d'instabilité, ça va encourager, ça va générer d'autres formes d'instabilité. Donc, voilà quelques mises en contexte. Donc, l'idée était vraiment de, comme on dit, fermer le robinet de l'itinérance jeunesse, aller voir comment on pourrait agir en amont
pour pas que ces situations-là arrivent. Notre petite méthodologie, on a quand même fait des entrevues avec des jeunes, avec savoir expérientiel. On a fait des groupes de discussion avec des intervenants à travers la province. Puis tout, comme j'avais dit au départ, tout dans l'idée de faire une analyse constante, itérative avec les membres de l'équipe. Et maintenant, je vais passer la parole à Mélodie. Merci. En fait, un peu comme Sue-Anne le disait, on essaie en fait de regrouper les différents types de savoirs, donc autant académique, terrain que expérientiel. C'est pour ça qu'on a eu la chance, là, comme co-chercheurs jeunes, de pouvoir utiliser notre vécu puis de le partager puis de contribuer à la recherche de cette façon-là. Par les discussions qu'on a eues en comité co-chercheurs jeunes, l'idée de l'arbre est ressortie. C'est pour ça que c'est devenu un peu notre identité visuelle, parce qu'on s'imagine souvent que l'itinérance jeunesse, c'est un peu comme si c'était un arbre et qu'à chaque fois, on essayait de guérir les branches de l'arbre qui sont malades, alors que le problème est dans la racine. Le problème est vraiment... en fait, il est vraiment situé au cœur. Donc, il faut aller creuser sous les racines pour aller voir où réellement le problème et s'attaquer à cette cause-là pour qu'éventuellement l'arbre aille mieux. Donc, c'est pour ça. Ensuite, comme on le disait tout à l'heure, on a essayé de penser à la crise de l'itinérance comme un cumul des ruptures. On s'est rendu compte qu'il y avait 3 dimensions principales dans la vie des jeunes, que peu importe en fait justement la diversité de parcours, on retrouvait très souvent la part de crise existentielle. Donc en fait, évidemment, la jeunesse, qu'elle vive de l'itinérance ou pas, c'est une période de la vie où est-ce qu'on essaie de découvrir qui on est, qu'on essaie de se forger comme personne, qu'on essaie d'apprendre c'est quoi notre raison d'être, en fait, c'est quoi nos valeurs, apprendre à se connaître. Et on se rendait compte qu'en fait, la crise existentielle et la perte de sens étaient vraiment plus présentes chez les jeunes qui vivaient de l'itinérance. On voyait que c'était une société où les jeunes ne correspondaient pas ou ne s'identifiaient pas, ne sentaient pas non plus qu'il y avait une place où participer et que c'est encore plus difficile de le faire quand depuis qu'on est jeune, on se fait répéter que, en fait, il y a une crise climatique, une crise économique, une crise de logement, mais donc, ça sert à quoi, finalement? Fait qu'un peu le No Future Youth. Donc, ça sert à quoi de continuer ou de s'intégrer à un monde ou à une société qui ne nous convient pas si de toute façon, tout va brûler, puis la planète est malade, et bon, voilà. C'est un peu le mindset qu'on a observé. Après, il y a aussi, évidemment, une rupture de connexion, une rupture de lien. Donc, on sait que les relations, c'est ce qui fonde l'humain. En fait, on a besoin les uns des autres pour grandir, pour se développer, pour être sain. Je sais qu'encore une fois, j'apprends rien à personne, mais évidemment, on se rendait compte que les jeunes qui vivent de l'itinérance vont avoir vécu souvent des plus grandes ruptures au niveau des liens et des connexions qu'ils réussissent à faire avec les adultes, entre autres, mais aussi avec leurs pairs. Donc, ça peut être souvent relié à des différents traumatismes dans l'enfance, des sentiments d'abandon qui sont plus présents que d'autres. L'itinérance n'est pas un problème de lieu, c'est un problème de lien. Voilà. Ensuite, évidemment, l'absence de pouvoir et d'espace où utiliser son leadership est particulièrement présente pour les jeunes en situation d'itinérance parce que le peu de pouvoir qu'on réussit à avoir sur notre propre vie, surtout dans des contextes comme ceux-là, on n'a pas appris nécessairement à l'utiliser. On ne sait même pas qu'on l'a. Puis en plus, on se fait bafouer nos droits en tant que citoyen, citoyenne. Donc évidemment, ça ne donne pas envie nécessairement de faire des efforts supplémentaires pour intégrer une société qui ne nous correspond pas et qui ne nous laisse même pas l'espace pour le faire, même si on le désirait. Donc, on va au contraire, justement, souvent voir des jeunes qui vont se faire criminaliser en plus d'être déjà exclus par cette société-là. Ensuite, on s'est inspiré des mêmes concepts en termes de prévention, justement. Donc, on se rend compte que la crise existentielle, le climat existentiel peut avoir un gros impact aussi sur à quel point les jeunes peuvent nourrir un peu l'espoir, puis s'engager finalement dans différentes causes. C'est quand on sent qu'on a justement des lieux sécuritaires où le faire, ou est-ce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on n'est pas réellement isolé à avoir vécu ces situations-là. D'avoir des espaces où expérimenter ou avoir le droit de faire des erreurs. Ça sonne tellement logique en le disant, mais effectivement, c'est des choses qui n'ont certainement pas été permises pour beaucoup de jeunes qui vivent l'itinérance. Donc, juste le fait de s'intéresser à qui est cette personne devant nous peut faire vraiment une différence dans la vie des jeunes en amont. Ensuite, évidemment, sont tous interreliés, les concepts. Là. Donc, si on passe plus à la connexion, évidemment, le fait de consolider des liens avec des pairs ou avec des adultes va avoir un gros impact dans la vie des jeunes. On peut s'imaginer que, justement, d'avoir un lieu où on se sent accepté tel qu'on est, puis où est-ce qu'on peut avoir un droit de parole, avoir un droit de regard sur ce qui nous concerne et de mettre en place plus des liens de confiance
plus que des liens de relations d'aide. Des fois, on est des humains aussi, donc on n'a pas toujours envie de se faire intervenir dessus. Des fois, on a juste besoin de pouvoir exister avec quelqu'un, puis de se faire comprendre, de se faire écouter. Puis, ben voilà, c'est ce qui nous ramène encore à la citoyenneté. Donc, de promouvoir des espaces où les jeunes peuvent réellement s'exprimer, peuvent réellement exercer des leaderships. Les jeunes qui vivent de l'itinérance ou pas sont pleins de capacités, sont pleins de ressources et, en fait, autant que tout le monde autre, des fois plus. Fait que je pense que c'est des choses à mettre de l'avant quand on peut laisser les jeunes porter leur propre voix, leur donner des espaces pour le faire. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'avec ce projet de recherche-là, c'était un peu ça le concept aussi. Donc, c'était à la fois un exemple même de quelles conditions sont gagnantes pour permettre aux jeunes de reprendre du pouvoir sur leur situation, puis en même temps contribuer à un projet de recherche. Ensuite, je repasserai peut-être la balle parce que j'ai toujours de la misère avec ce diagramme-là. Ouais, Tu m'as eu. Où commencer avec ce... Oui, c'est ça, ce schéma. Alors... Oui. Est-ce que vous faites ça dans votre présentation? Je ne me rappelle plus. OK. Donc, comme j'avais dit au départ, on a pris différents, justement, cadres de prévention. Ça en est un, là, qui est de l'international, de Fitzpatrick et Mackey et Wood. Puis, on a essayé d'un peu aussi placer nos concepts, les choses qu'on a retrouvées dans la recherche, les retombées, à travers ces éléments-là pour, justement, agir en prévention structurelle et systémique, qui est le but de ce matin dont on parlait, mais aussi de voir comment on pourrait intervenir d'une façon plus précoce dans des moments critiques. Et puis, pour justement appuyer la sortie, les maintiens plus durables de l'itinérance, je pense qu'on a aussi pris beaucoup de temps déjà, donc je pense que je vais laisser ça de côté pour le moment. Oui, je me sens bien à l'aise de faire ça. OK. Merci pour la petite explication. Donc, bien évidemment, là, parmi les derniers résultats, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, c'était important de reconnaître à quel point c'était des changements structurels et systémiques, structurels et systémiques qui pouvaient avoir un impact dans la vie des jeunes, parce que c'est de la façon qu'on conçoit cette machine-là qui, dès le départ, isole les jeunes et les empêche, moindrement qu'ils sont un peu marginaux, de reprendre la place qui leur revient comme citoyens et citoyennes. Donc, on s'est aussi, évidemment, arrivé à la conclusion où est-ce que c'est de miser sur les forces et la résilience des jeunes qui vivent des situations difficiles. Ça nous permet aussi de miser sur ces... excusez, je vais reformuler. Le fait de miser sur ces savoirs et ces compétences-là chez les jeunes vont leur permettre de développer des outils vraiment en amont aussi, pour autant aller chercher de l'aide que pour créer des connexions, que pour sentir qu'ils peuvent créer une place puis un changement dans leur communauté. Donc, de les soutenir dans cette quête identitaire-là peut faire une très grande différence dans la vie des jeunes. Et si c'était quelque chose qui était mis de l'avant plutôt qu'au contraire, on a souvent l'impression que le système est fait pour faire de nous des travailleurs et de générer du profit, mais alors que quand ça ne correspond pas à nos valeurs personnelles, bien, c'est difficile ensuite de vouloir y contribuer. Fait que de laisser cette place-là à ce que tout le monde se développe tel qu'elle le souhaite, ça peut faire toute la différence. Donc, on s'est encore évidemment basé sur une approche basée sur les droits des jeunes et les droits de la personne. C'est des choses qu'on va aborder aussi avec la coalition Jeunes Plus très bientôt. Donc, je laisserai la parole au suivant. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Marie-Ève Brousseau, je suis la coordinatrice à la Coalition Jeunes Plus. Je suis accompagnée aujourd'hui de Mélodie Cordeau, qui s'est déjà présentée, et Mike et Alicia, qui sont deux jeunes qui font partie du comité Jeunes Plus. Donc, pour commencer, on va vous présenter une petite vidéo qui a été faite par tous les jeunes du comité Jeunes Plus. Ça sera la mise en bouche et par la suite, on va vous expliquer plus en détail qu'est-ce qu'on fait, qui on est, qu'est-ce que le comité fait et nos pistes d'action pour cette année. Je cherche ma vidéo. Ça a-tu marché? Mm-hmm. Arnaud, est-ce que tu peux... Je peux pas. Oui. Si, c'est-tu ça? C'est là, mais c'est...
Pour moi, la voix des jeunes est très importante au sein de la société. Montez le son. Étant donné qu'on est passé par là, on sait à peu près ce qui manque ou ce qui manque pas pour prévenir l'itinérance. Qu'est-ce qui peut amener une personne, genre, à se retrouver dans la rue soudainement? Je m'appelle Alicia. J'ai 25 ans, je suis une mère de 3 enfants. J'ai vécu 2 heures à la rue et je vis présentement une situation d'itinérance cachée. Moi, je pense que l'idée de l'humour, c'est intéressant. Mon nom, c'est Zach. Je suis artiste multidisciplinaire. J'ai un passé expérientiel dans la rue. Moi, j'ai vécu l'itinérance invisible, puis le fait que j'étais invisible, que je suis encore aujourd'hui. J'avais l'impression de ne pas être écouté, de ne pas être senti valorisé. La Coalition Jeune Plus, pour moi, c'est un comité de travail où on peut vraiment aller mettre de l'avant notre vécu et aussi faire avancer les choses pour les prochains. Moi, quand j'étais arrivé, le monde qui venait me dire un petit salut, comment ça va, pendant un petit 5 minutes de leur temps pour venir me parler un peu, ça me faisait toute une différence dans mes journées. C'est un peu une espèce de regroupement hybride qui est entre le travail communautaire puis le travail politique. Fait que c'est un peu, tu sais, avoir un pied dans la rue puis un pied dans la politique. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas à l'aise de parler ou qu'on ne voit pas ou qui font leur vie. On est comme leur voix un peu, je dirais. C'est aussi beaucoup d'éducation auprès de la population, auprès de tout type de milieux qui œuvrent autour du jeune, comme l'école et les centres de jeunesse principalement. On a accès à des conférences, on a accès à rencontrer des journalistes des fois, on est beaucoup dans l'action. Moi, personnellement, le fait de participer dans la coalition, ça m'amène un sentiment de justice et d'égalité. J'ai l'impression que mes idées ont de la valeur, que ma parole elle a de la valeur, puis ça vaut tout l'or du monde. Mais c'est à force qu'une personne comme ça se rappelle de ce qu'on dit, qu'on va créer un lot de personnes, d'où l'idée de plus qu'on est, pour pousser la montagne, mieux c'est, mais pour avoir le plus de personnes, il faut se répéter. Faut rester soudé et se répéter, nous faire entendre pour sensibiliser les personnes autour. Il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de coalitions, mais qui ont 100% jeunesse et 100% prévention de l'itinérance jeunesse et du respect des droits des jeunes. On est le premier à le faire. Pour moi, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi, ça m'a permis de mieux me connaître. Si j'avais réalisé qu'il y avait autant de ressources possibles puis disponibles, j'aurais pas eu un parcours qui était quand même assez rocailleux, on va dire. Là. Il y a 7, 8 ans, je dormais dehors, je consommais. Aujourd'hui, j'ai un emploi de parent aidant, je participe activement dans des comités, dans des conférences, à faire valoir la parole des jeunes, à prévenir l'itinérance jeunesse. Pour moi, c'est important de faire une différence parce qu'on a fait une différence dans ma vie. Pour moi, la voix des jeunes est très importante au sein de la société. Étant donné qu'on est passé par là, on sait à peu près ce qui manque ou ce qui manque pas pour prévenir l'itinérance. Qu'est-ce qui peut amener une personne, genre... OK. Voilà. Désolée pour ça. Je suis un peu limitée dans l'informatique. J'y suis arrivée, mais là, ça n'apparaît pas sur ça. Super, merci. Je vais retourner à ma chaise. Tu peux toucher le bouton. Oh, super. Tout continue. Une autre défi. Bonjour. C'est comme ça qu'on commence notre présentation. Puis en plus, on commence avec la vidéo, puis c'est toujours une vidéo qui m'émeut à chaque fois. Fait que je reprends mon énergie pour faire notre présentation sur la Coalition Jeune Plus. Donc, Marie-Ève Brousseau, à la coordination de la Coalition Jeune Plus. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on est? Coalition Jeune Plus a été lancée et soutenue par Dans la rue en 2018. On travaille en prévention d'itinérance jeunesse.
C'est gouverné par des jeunes, par un groupe jeunesse, un maximum de jeunes, plus ou moins. En fait, le seul critère qu'on a, c'est pour faire partie de ce groupe-là, c'est d'avoir un vécu en itinérance. On a des chercheurs, des organismes communautaires, des regroupements. Par exemple, le RAPSIM, le RAIC, SWAN, qui fait partie aussi de notre comité de pilotage. C'est fondé sur le droit des jeunes. On vise à mobiliser les principaux acteurs et actrices vers un effort concerté et co-construit dans la prévention en itinérance jeunesse. Donc, notre travail au quotidien, c'est vraiment, c'est pas nécessairement de l'intervention, mais c'est vraiment de travailler avec différents acteurs et actrices pour un changement. Donc, on travaille en collaboration directement avec la protection de la jeunesse, le gouvernement, les écoles, qu'on va vous parler un peu plus loin. Donc, je vais laisser la parole à Mélodie, qui est notre représentante jeunesse, pour vous parler un peu plus du comité Jeunes Plus, et Mike et Alicia qui vont renchérir par la suite. Merci. Oui, bien, effectivement, là, j'ai le privilège, en fait, là, d'animer ce comité-là, dont j'ai fait partie. Voyons, excusez-moi, je vais l'approcher un petit peu. Je pense que vous m'entendrez un peu mieux comme ça. Donc, bien, voilà, j'ai le privilège, en fait, d'animer ce comité-là, duquel j'étais membre là, pendant les 5 dernières années en tant que jeune avec savoir expérientiel en itinérance. Ça fait maintenant, là, depuis début août, là, que j'ai la chance d'avoir ce poste-là. Donc, le comité Jeunes Plus, c'est quoi? En fait, étant donné qu'on essayait de mobiliser les 3 types de savoirs dont on parlait tout à l'heure, on s'est dit qu'il n'y avait jamais mieux que les personnes concernées pour partager leur expérience, puis pour s'assurer justement que les politiques puis les recommandations qu'on veut essayer d'influencer vont être basées dans les vrais besoins des jeunes et vont tenir compte des différents parcours. Donc, on a essayé de réunir des jeunes de différents types d'horizons avec différents types de parcours pour essayer de représenter un peu qu'est-ce qu'on a de besoin que ça change, en fait. Qu'est-ce qu'il faut qu'il change au Québec en prévention de l'itinérance? Donc, j'ai la chance d'avoir Mike Hull et Alicia Bennett avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement? Bonjour, moi c'est Alicia, j'ai 26 ans, maman 3 fois, comme on a vu dans la vidéo. Je suis une jeune avec savoir expérientiel. Je participe activement dans la coalition Jeunes Plus. Salut, moi c'est Mike, 25 ans. Je suis dans la coalition, dans le comité Jeunes Plus depuis quelques mois maintenant, puis je m'implique aussi activement dans les projets et les implications proposées par la coalition. Cool, merci. Est-ce que vous voudriez me parler un peu de c'est quoi qui vous attire le plus dans ce comité-là? Qu'est-ce que vous aimez? Pourquoi vous vous mobilisez pour ça? Moi, je me mobilise sur la prévention d'itinérance parce que j'ai un parcours d'itinérance jeunesse. De mes 17 ans, j'étais à la rue jusqu'à mes 20 ans. Donc, je sais c'est quoi et je sais ce qui manque ou ce qui manque pas pour prévenir l'itinérance, étant donné que j'ai eu ce parcours-là. Je m'implique aussi auprès de la coalition parce que je pense que c'est important que les jeunes aient leur droit de parole. Tu sais, on a un vécu, on a un savoir expérientiel, puis c'est important qu'on puisse se faire entendre puis se faire écouter parce qu'on est autant important qu'un politicien. Tu sais, on n'est pas moins important et moins valide parce qu'on a passé par l'itinérance ou par la DPJ. Oui, je m'implique aussi parce que le comité Jeunes Plus, la coalition est associée avec, en collaboration avec la DPJ. Et comme je disais plus tôt, moi j'ai passé par là et j'aimerais qu'il y ait des changements au niveau du système. Donc, le fait qu'on soit en collaboration avec eux, ben, je suis toujours partant de pouvoir y participer parce que je pense qu'on peut apporter un changement tous ensemble. Merci. C'est parfait. C'est très bon. C'était long. Excusez. Moi, un peu dans la même optique que Mike. Mon but en m'impliquant dans la coalition, c'est vraiment de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas l'opportunité de parler, parce que je me rappelle comment c'était difficile de faire valoir son opinion, son point de vue, nos besoins. Maintenant, étant
dans une situation complètement différente. Je trouve que on n'a pas été assez écoutés. Donc, moi, mon but, c'est de parler pour ceux qui ne peuvent pas se faire entendre, qui ne peuvent pas se faire écouter, pour qu'ils se sentent vraiment écoutés, que leur opinion soit prise en considération. Et c'est pas mal ça. Merci beaucoup. Ça nous démontre exactement. Oui, allez-y. Exactement. Ça nous démontre l'importance qu'il soit là. Donc, oui, excuse-moi. Vas-y. Merci à vous deux. Que vise et que fait la coalition Jeunes Plus? Donc, je vais essayer là, de vous synthétiser rapidement ce schéma qui veut tout dire. Donc, en fait, on a 5 axes d'action prioritaires. Donc, je vous invite à regarder là, les petites flèches qui sont en rose. Donc, on a engagé les jeunes. Donc, de quelle façon concrètement qu'on le fait? C'est via des formations, c'est via le comité Jeunes Plus, c'est via un plan d'action qu'on a avec eux pour les consulter dans chacune de nos actions, pour contribuer aux actions de prévention. Le deuxième, on a rallié et engagé les acteurs et les actrices. Qui veut tout dire, augmenter et mobiliser les savoirs, donc par exemple avec le projet de recherche de Swan. On a également sensibilisé et communiqué, donc augmenter la connaissance chez les jeunes sur leurs droits et plaider pour la défense des droits et la transformation des systèmes. Donc, on voit les petites bulles roses qui sont autour, là, qui sont différents secteurs d'activité. Principalement, actuellement, et c'était le titre de notre atelier qui est vraiment « Les jeunes au centre de l'action pour une transformation du système de la protection de la jeunesse ». On a plusieurs secteurs. Évidemment, on doit en prioriser pour éviter de s'éparpiller un peu partout. Cette année, on a décidé d'y aller avec la protection de la jeunesse, mais on a aussi, en termes de secteurs prioritaires cette année, là, tout ce qui est éducation et milieu scolaire et soutien à la famille, qui n'est pas encore nécessairement développé, mais qui s'en vient. C'est un work in progress. Donc, quelques statistiques que Mike avait si hâte de présenter. Premièrement, on peut voir qu'il y a 2000 jeunes qui vivent de l'itinérance une nuit donnée. Le dénombrement a été fait en 2022. Puis c'est estimé à plus de 6000 par année au Québec. On peut ajouter à tout ça l'itinérance invisible, entre 2,4 et 6,2 % des jeunes ayant entre 15 et 24 ans. Ainsi que 40 % des jeunes en situation d'itinérance ont eu au moins une expérience d'itinérance avant l'âge de 16 ans. On a aussi des populations qui sont surreprésentées, dont les jeunes sortant de la protection de la jeunesse, les Autochtones, les LGBTQ2S+, et les jeunes racisés. Donc, tous ces groupes sont surreprésentés. Il y a aussi 61 % des jeunes en situation d'itinérance qui sont passés par la protection de la jeunesse, selon une enquête canadienne sur les jeunes en situation d'itinérance. Et au Québec, un tiers des jeunes sortant à 18 ans de la protection de la jeunesse vivent de l'itinérance avant l'âge de 21 ans. Et tout âge confondu, au Québec, 29 % des personnes en situation d'itinérance ont connu des services de la protection de la jeunesse. Et pour terminer, au Canada, 50 % des personnes en situation d'itinérance ont eu leur première expérience avant l'âge de 25 ans et 30 % avant l'âge de 18 ans. C'est des statistiques qui... Je sais qu'on passe toujours rapidement là, sur les chiffres parce que ça ne nous intéresse pas particulièrement. Ce qu'on veut, c'est entendre les jeunes. Ça reste que c'est des statistiques qui sont extrêmement criantes au Québec. Donc, je vous remercie de nous les avoir présentées. Je voulais savoir à quoi ça ressemble votre implication, en fait, dans la coalition. Vous avez parlé rapidement de la raison pour laquelle vous le faisiez. C'est quoi les changements que vous espérez voir et à quoi ça ressemble? J'ai plusieurs implications pour le moment. J'en ai choisi 3 principales que je vais partager avec vous aujourd'hui.
Dans le fond, la première, c'est une campagne de sensibilisation avec le RSIQ. C'est une campagne de sensibilisation dans les écoles qui sert à sensibiliser les adultes dans leur rôle de prévention en itinérance jeunesse, de les informer des méthodes et des ressources disponibles. Aussi, c'est d'informer les jeunes à risque et de les diriger vers les bons organismes. Le but de tout ça, c'est de favoriser des interventions précoces et efficaces. Une deuxième que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, c'est une formation pour le CJE. On va aller rencontrer des gens du CJE pour leur offrir une formation aux intervenants du CJE pour leur parler de l'état actuel de l'itinérance jeunesse et leur parler de qu'est-ce qui a fonctionné pour nous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un intervenant soit un meilleur intervenant de la part de jeunes avec des vécus comme nous. Ma troisième application que j'ai choisi de partager aujourd'hui, c'est la Table nationale en raccrochage scolaire. C'est un nouveau projet. On arrive à notre deuxième rencontre. C'est un regroupement de plusieurs commissions scolaires. C'est pour établir un consensus national de l'importance du raccrochage scolaire. Donc, en gros, c'est comment raccrocher les jeunes à l'école, toute commission scolaire, direction confondue, afin de voir qu'est-ce qui est possible. Et j'ai été invitée pour partager mon expérience en tant que jeune avec un passé d'itinérance. Parce que, c'est ça, ils ont trouvé que ça... Ils voulaient le point de vue de quelqu'un qui était passé par là, peut-être avec des difficultés scolaires et tout. Donc, c'est ça. Okay. Moi, je suis quelqu'un qui s'implique beaucoup socialement, autant dans des podcasts que dans des journaux. Avec la coalition, on a eu récemment l'opportunité de rencontrer une journaliste de la presse pour parler de l'itinérance et de parcours de la DPJ et de la crise du logement. Sinon aussi, on a l'association Jeunesse par et pour les jeunes avec Leslie Hill, qui est la directrice de la protection de la jeunesse. Ça consiste à un sous-comité qui est composé de jeunes, de jeunes et de responsables d'organisations. En gros, c'est pour sensibiliser puis donner notre point de vue sur ce qu'il y aurait à changer dans le système de la DPJ ou autre. Puis Leslie Hill est là pour nous consulter puis nous permettre de nous entendre puis de faire valoir notre point de vue. Et Mélodie a demandé qu'est-ce qu'on espère avoir comme changement en s'impliquant de la sorte. Moi, j'espère que le taux d'itinérance jeunesse va diminuer. J'espère qu'il va y avoir plus de logements sociaux. Et j'espère qu'il va y avoir des changements au niveau du système de la DPJ parce que ça a un gros impact sur la transition à la vie adulte après un placement. Là. Merci beaucoup. Merci, Mike. Et je vais rebondir là, justement sur la protection de la jeunesse. C'était le titre de notre atelier et c'est ce qu'on parle depuis tantôt. Donc, je vous explique un peu ce qu'il y en est à l'heure actuelle. C'est notre priorité A de notre plan d'action. Donc, actuellement, la Coalition Jeunes Plus fait partie de 3 comités auprès de Leslie Hill, donc notre directrice nationale de la protection de la jeunesse. J'y suis à titre de représentante, mais il y a des jeunes également qui sont impliqués. C'était super important pour Mme Hill qu'il y ait des jeunes qui fassent partie de ce comité-là parce qu'elle voulait entendre leur voix. Elle voulait savoir les questions à poser, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait dans les centres de réadaptation, de quelle façon qu'on peut faire autrement. Et ce qui m'amène à vous diriger vers le premier comité, qui est le comité stratégique du chantier de réadaptation. C'est un comité, ça fait plusieurs mois qu'on y siège. Il y a eu une grande campagne, il y a eu une tournée de Leslie Hill au Québec pour voir un peu ce qui se passe dans nos centres de réadaptation. Madame Hill nous a consultés pour voir de quelle façon qu'on pouvait atteindre le plus de jeunes possible pour aller consulter les jeunes qui ont passé par là. Elle voulait comprendre réellement ce qui se passe.
Donc, actuellement, c'est un comité, bon, avec une confidentialité qui a été signée, donc on ne peut pas vous dire ce qui s'en vient, mais on a travaillé super fort sur ce qui se passe dans nos CR, qu'est-ce qu'on veut faire de façon différente. On veut réduire les places. Ben, je m'inclus, mais je veux dire, le groupe de travail veut réduire le placement. On va accompagner les jeunes de plus en plus. On veut une bonne qualité d'intervenants et ça sortira éventuellement à l'automne. Le comité consultatif citoyen en protection de la jeunesse, c'est un nouveau comité qui a été lancé. On est seulement à notre 2e rencontre, donc c'est encore super embryonnaire. On est en train de valider un peu les objectifs de ce groupe-là. Mais rapidement, c'est qu'on veut rapprocher la protection de la jeunesse et dans la communauté en intégrant les savoirs expérientiels également. Et le dernier, Mike en a parlé, super bien présenté, comité des associations par et pour les jeunes. Donc, Leslie et son équipe nous a contactés pour faire partie de ce comité-là. On a plusieurs groupes par et pour à Montréal. Je pense au collectif des ex-placés, je pense à Care Jeunesse, au Mouvement Jeunes et Santé mentale. Et c'est des rencontres de collaboration avec un certain plan d'action qui s'en vient pour consulter les jeunes sur toutes les décisions. Donc là, la différence, on a le chantier de réadapt qui touche uniquement les centres de réadaptation, mais là, c'est vraiment concernant la loi de la protection de la jeunesse. Donc, il y a vraiment une grosse révision que Mme Hill veut faire sur la loi de la protection de la jeunesse. Et pour elle, une de ses priorités, qu'elle a mentionné, c'était d'impliquer les jeunes dans ces décisions-là. Et pour compléter notre atelier, on trouvait important de vous parler du comité Jeunes Plus PJ, donc PJ pour protection de la jeunesse. Rapidement, l'histoire a débuté là, au Symposium international sur les transitions à la protection de l'enfance en octobre 2023 à Vancouver. Donc, c'était un symposium, on parlait de la transition à la vie adulte. Donc, on avait différentes provinces, territoires du Canada et on expliquait en gros qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y en est, comment ils gèrent leur système de la protection de l'enfance. On était tous et toutes super inspirés là, de ce symposium-là et on s'est dit que ça serait un peu bête de quitter et qu'il n'y ait pas de suite à cette belle histoire qui a été entamée. Donc, il y a un groupe, toute la représentation Québec, on a décidé de s'asseoir ensemble et d'aller de l'avant en se disant qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. On a été inspirés. Il y a des provinces et des territoires qui sont beaucoup plus avancés que le Québec en termes d'âge, de fin de placement, d'accompagnement du jeune. Et c'est un groupe qui est actuellement en cours. Donc, on a des chercheurs, on a la directrice du programme PQJ, on a des jeunes, on a des représentants institutionnels, communautaires et on a Mike qui va prochainement intégrer. On avait un autre jeune, mais qui a quitté. Bref. Donc, on vous donne quelques statistiques. 61% des jeunes en situation d'itinérance sont passés par la protection de la jeunesse. Au Québec, 1/3 des jeunes qui quittent la protection de la jeunesse à 18 ans vivent de l'itinérance avant l'âge de 21 ans. Toujours au Québec, 29% des personnes en situation d'itinérance ont déjà connu les services de la protection de la jeunesse. Les jeunes ayant connu la protection de la jeunesse sont plus à risque, donc moins de scolarisation, plus de décrochage, moins d'accès d'emploi, surreprésentation. Les connaissances actuelles appuient une approche intersectorielle pour répondre aux besoins des jeunes de façon holistique. Donc, ce qui est important pour nous, c'est pas vraiment on tombe pas en mode reproche, on tombe plus en mode solution pour voir de quelle façon on peut collaborer tout le monde ensemble pour faire un changement. C'est vraiment la vision de ce groupe-là. Ce qui a été fait à date, en fait, on a recensé avec des chercheurs qui est d'ailleurs en train d'être révisé. On a un tableau avec tout ce qui se passe au Québec, qu'est-ce qui se passe au Canada, qu'est-ce qui se passe aussi à l'international. Et on a un groupe qui a créé des messages clés, donc de certaines revendications. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'il soit fait de façon différente. Et on voudrait mettre de l'avant les actions et les mesures nécessaires pour prévenir l'itinérance chez les jeunes qui sortent de la protection de la jeunesse. Donc, rapidement, au niveau des recommandations, c'est sûr qu'on voudrait prioriser de prolonger les services jusqu'à au moins l'âge de 25 ans, renforcer le soutien, le financement des organismes communautaires, former et soutenir les intervenants pour garder nos éducateurs, mettre en place des mécanismes de coordination intersectorielle et soutenir l'innovation sociale et les projets pilotes. Donc, c'est un gros comité qui a travaillé intensément, très fort,
petite pause, on est en train de voir un peu la suite, qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ce beau matériel-là. On a des chiffres, on a des messages, et là, la suite sera pour 2026. Priorité en chantier que j'ai mis à la fin, juste pour vous dire un peu rapidement là, sur quoi on travaille. Donc, oui, protection de la jeunesse, mais on a aussi, en fait, Mike, Alicia en a parlé, on contribue à des projets d'action concertés avec le milieu scolaire, donc la campagne du RSIQ, notre table nationale en raccrochage scolaire, campagne de sensibilisation et des stratégies gouvernementales intersectorielles en prévention de l'itinérance jeunesse. On travaille en collaboration également avec la santé publique. Donc, tranquillement, on ouvre nos champs pour travailler en collaboration avec tous ces acteurs et actrices pour mieux prévenir l'itinérance chez nos jeunes. Et on a fait un forum. On a la revue ici, donc c'est les écrits du forum. C'est un forum qui a été fait en 2020. Oui, je savais, en 2024. À Québec, les 30 avril et 1er mai, on a eu plusieurs ateliers qui regroupaient savoir expérientiel, savoir terrain, savoir de recherche. On a eu plusieurs partenaires, on a eu plusieurs personnes qui se sont impliquées dans le forum et c'était vraiment, l'objectif, c'était de quelle façon ces personnes peuvent prévenir l'itinérance chez nos jeunes. Donc, la revue est là. Si vous voulez une copie, je vous amène une copie. Mais sont juste en français, par exemple. Merci. Ce serait mon genre. Ça laisserait une marque. Elle dit, je vais essayer de pas tomber. Non, il s'en allait tomber. Fait que je dis, ça marquerait le monde, tu sais. Salut. Merci à mes co-présentateurs aujourd'hui. C'était vraiment le fun de vous entendre. Mike et Alicia, ça fait une couple de fois que j'ai l'opportunité de collaborer avec eux là, dans différents dossiers. Puis c'est toujours très inspirant. J'en ressors toujours inspirée à chaque fois. Fait que merci. Mon nom, c'est Anne Lauzon. Je suis coordonnateur de prévention de l'itinérance jeunesse à Dans la rue. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler. Je travaille sur différents projets, dossiers, dont l'implication des jeunes dans les réflexions autour des services de Dans la rue. Puis aussi des consultations là, jeunes et partenaires. Alors, je suis ici pour vous présenter un peu les résultats, en fait, de ces consultations-là au courant de la dernière année. Mon poste a été créé il y a maintenant 2 ans, si je ne me trompe pas. C'était suite à, justement, la pandémie qui a amené quand même... comme vous savez probablement, là, vous avez sûrement remarqué vous aussi dans vos milieux, là, quelques changements au niveau de plein d'enjeux qui touchent les jeunes qui vivent des situations d'itinérance. Alors, pour se remettre un peu à jour dans la façon dont on déploie nos services, c'est ça, mon poste a été créé, en fait, pour que je puisse me concentrer spécifiquement là, sur la consultation partenaires jeunes et intervenants à l'interne. On remarque depuis longtemps, tous les organismes là, en itinérance ont plusieurs super programmes qui contribuent beaucoup là, justement à aider certaines populations. Cependant, même si ces programmes sont essentiels et apportent beaucoup de support à nos usagers, le nombre en fait de personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance, notamment les jeunes, diminue pas nécessairement. Alors, ça nous a amené à
réfléchir à ce qu'on pouvait faire, en fait. Puis, dans la rue, a décidé de vraiment adopter une vision, en fait, de vraiment jouer un rôle moteur dans la prévention de l'itinérance jeunesse. Fait que de réduire la situation d'urgence en se concentrant sur la prévention en amont, avant même que les jeunes arrivent à la porte de nos services. Fait que ça, c'est un peu le schéma qu'on utilise pour expliquer nos actions en prévention. Je vous représente brièvement le continuum de prévention. Ça fait 2 fois que vous le voyez, fait qu'on s'attend à ce que vous le connaissiez par cœur en sortant. Fait que dans le fond, dans la rue, on fait déjà plusieurs choses. Je vais vous expliquer brièvement pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec notre organisme. On a plusieurs points de service. Nos points de service se concentrent majoritairement dans la prévention de l'urgence. Fait que dans le fond, quand les jeunes, on a un centre de jour, un drop-in, que les jeunes peuvent arriver là, à nos portes pour venir se déposer pour la journée. Dans ce drop-in-là, il y a aussi des services de 2e ligne en intégration sociale qui se concentrent à rattacher les jeunes vers différents projets de vie, notamment en employabilité, un retour à l'école. On a également des services de loisirs thérapeutiques, alors des activités qu'on organise, une salle d'art, une salle de musique, avec un studio d'enregistrement où ils peuvent apprendre à jouer ou enregistrer, vraiment des espaces créatifs. On a également notre hébergement d'urgence, le Bunker, qui accueille des jeunes de 12 à 21 ans, les mineurs en fugue, les jeunes qui sortent aussi de la protection de la jeunesse à leurs 18 ans. Fait qu'on peut les accueillir dans un espace qui est sécuritaire et inclusif pour une période, un temps avant qu'on essaie de stabiliser leur situation. Ensuite de ça, on a également des projets de logement communauté, des projets de logement avec support sur 5 ans. Fait que c'est un peu un portrait de ce qu'on fait dans la rue. Comme vous pouvez remarquer sur le super schéma, les programmes qu'on a à l'interne se situent majoritairement quand la crise arrive, dans l'urgence, parce qu'on considère quand même que quand le jeune arrive à notre porte, la situation d'urgence est déjà présente. Puis on a aussi d'autres programmes que c'est plus vers la transition, sortie de l'itinérance. Fait que c'est un peu de là que ça vient la réflexion de « OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire avant l'urgence? » Fait que c'est de là que mon poste est arrivé. On s'est penché sur plusieurs sujets. Entre autres, la sortie de la protection de la jeunesse, les jeunes en fugue, les jeunes à double statut aussi, le LPJ, LGP, la loi de protection de la jeunesse et loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Qu'on sait que c'est des jeunes que, justement, quand ils se retrouvent avec ce double mandat-là, les risques augmentent encore plus. Fait qu'ils sont quand même surreprésentés aussi dans les services. On a aussi étudié la possibilité de la paire aidance, des services de santé mentale, prévention des évictions. C'est plusieurs services qui, évidemment, nous intéressent beaucoup de développer, mais que malheureusement, on ne peut pas tout faire. On aimerait ça, mais c'est pas possible. Fait que de là, on a quand même choisi de prioriser là, certains sujets sur lesquels se pencher. On a choisi vraiment la sortie de la protection de la jeunesse et les jeunes en fugue, les jeunes double mandat, l'actualisation des pratiques à l'interne, comme je vous disais tantôt, avec les changements qui sont arrivés post-pandémie,
On en avait vraiment besoin. Et puis, il y a aussi la question de la prévention de l'itinérance en milieu scolaire, parce qu'on considère quand même que les milieux scolaires, les écoles, c'est quand même des endroits clés où aller rejoindre des jeunes qui peuvent vivre différentes situations qui les mettent à risque d'éventuellement se retrouver dans nos services. Fait que le but, justement, encore avec la prévention en amont, c'est d'aller les rejoindre avant que ça arrive. Les enseignements leviers pour continuer là, dans le projet, ben, comme j'ai dit déjà, engager les jeunes dans la définition des programmes, ça reste vraiment un axe prioritaire. On considère qu'on ne peut pas développer des programmes sans consulter les jeunes pour qui ces programmes-là sont mis en œuvre. Inclure savoir expérientiel. Aller au-delà aussi de ce qu'on connaît des sentiers battus, s'informer davantage sur les pratiques là, qui sont prometteuses et essayer d'inclure les trucs qui pourraient, excusez l'anglicisme, fitter avec dans la rue. Il y a aussi une variété de situations et de besoins à prendre en compte et favoriser la concertation des actions. Je vais pouvoir en parler là, un petit peu plus tard, mais les projets concertés, c'est quand même une action qui est, selon nous, très, très importante, vu qu'on est quand même plusieurs acteurs dans le milieu, puis on a plusieurs expertises qu'on peut mettre en commun. C'est quelque chose qu'on garde en tête. Désolée. L'engagement des jeunes dans la rue, ça s'est fait sous forme de comité aviseur jeunes. Fait que, dans le fond, pendant environ 1 an, j'ai pu consulter une vingtaine de jeunes qui fréquentent nos services de manière assez régulière, majoritairement le drop-in, le centre de jour. Et puis, le comité avait comme objectif de recueillir les commentaires, suggestions sur les services actuels et d'aussi évaluer ce qui serait aidant, en fait, à développer. Qu'est-ce qu'on a qui existe, qu'on peut adapter aux besoins actuels de la population qu'on dessert. Les rencontres étaient rémunérées pour la simple raison qu'on croit que le savoir expérientiel demeure quand même une expertise et puis que le partage d'expertise devrait être rémunéré. On incluait aussi les consultations, les rencontres de comités jeunes, dans les heures d'école ou d'employabilité qu'ils devaient faire avec les autres services dans la rue. Pour ceux qui étaient dans différents programmes de deuxième ligne en intégration sociale. Fait que ça enlevait quand même des barrières financières ou des contretemps qu'ils pourraient avoir. Fait que ça offrait plus un cadre flexible pour permettre à plus de jeunes possibles de pouvoir participer. Les éléments qui ont été nommés par les jeunes était bien intéressant. Les services existants, en général, les jeunes ont mentionné qu'ils appréciaient que le sentiment d'être bien accompagné par les intervenants était là. Fait que ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui nous a fait plaisir. Les trucs qu'ils ont nommés, auxquels ils auraient aimé avoir accès plus rapidement dans leur parcours de vie, c'était surtout, ça tournait autour des accompagnements, notamment aux démarches médicales. Le système de santé reste quand même un service auquel les jeunes en situation d'itinérance ont difficilement accès. Fait que c'est sûr que d'avoir un accompagnement le plus tôt possible dans le parcours, ça reste quand même un élément prioritaire.
Des liens plus directs avec des professionnels de la santé, oui. L'éducation avec un cadre alternatif à l'école traditionnelle qu'on connaît. On pourra en parler un petit peu plus tard dans la présentation, mais l'école, ça reste un cadre assez rigide pour certains jeunes. Puis certains jeunes ne peuvent pas, ont beaucoup de difficultés à fonctionner dans ce cadre-là. On peut penser à des jeunes s'ils vivent des situations difficiles à la maison ou à l'extérieur de la salle de classe. Ça peut être très difficile pour eux de passer toute la semaine en salle de classe, performer de la matière, atteindre des notes nécessaires pour les objectifs scolaires. Fait que c'est ça, les jeunes parlaient justement de flexibiliser le cadre scolaire, que ça aurait pu être aidant dans leur parcours. Voilà. Des opportunités de développement de l'autonomie. On pense à apprendre des travaux manuels, faire les impôts, comment voter. La cuisine, l'entretien d'un milieu de vie, parce que, bon, on a beau leur donner une clé puis un logement, il y a tout le quotidien qui vient avec qu'il faut un peu apprendre dans la vie, puis c'est pas tout le monde qui ont l'accès à cette information-là. Fait que ça a quand même été nommé. L'éducation sexuelle accessible et inclusive. Fait que je pense pas que c'est non plus une surprise. C'est ça, avoir plus d'informations par rapport au consentement, communauté 2S, LGBTQIA+. Fait que, voilà. À partir des commentaires recueillis par les jeunes, par moi, des jeunes, il y a eu la création de 2 comités de travail internes que j'ai gérés, que j'ai organisés. Il y a eu, entre autres, un comité sur la réduction des méfaits dans la rue. Bien qu'on travaille déjà en réduction des méfaits depuis toujours, il y avait quand même des pratiques qu'on devait inclure dans nos réflexions, puis actualiser. Et il y a eu aussi le sujet de l'accompagnement des mineurs en fugue qui a mené, entre autres, à la création d'un poste de liaison et accompagnement pour les jeunes mineurs ou les jeunes qui viennent tout juste de transitionner hors de la protection de la jeunesse. Je vais commencer avec la comité réduction des méfaits. Selon un snapshot à l'interne que j'ai effectué. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec des snapshots, c'est vraiment des sondages éclairs qu'on fait avec les jeunes une journée random. On pose des questions à chaque jeune, puis on recueille, dans le fond, la statistique. Fait que ça nous donne comme une estimation de la donnée réelle parmi les jeunes au centre de jour. Il y avait 72 % des jeunes dans la rue qui disent consommer de façon régulière. C'est ce qui nous a plus marqué dans ces données, c'est le fait que quand on regarde les substances consommées, la deuxième plus consommée parmi les jeunes demeure des stimulants. C'est des stimulants, en fait, puis majoritairement du cristal meth. Fait que c'est quand même une substance qui a gagné en popularité dans les dernières années. C'était pas le cas avant. Fait que ça reste quand même un enjeu qui demeure inquiétant puis qu'on a pris en considération dans la réflexion par rapport à nos services. Réduction des méfaits dans la rue, ce qu'on fait déjà, c'est l'accueil des jeunes sous l'effet de substances psychoactives.
Fait qu'on va l'accueillir, peu importe son état, en autant qu'il reste, que ça reste sécuritaire pour lui-même et pour les autres jeunes, évidemment. L'accompagnement personnalisé au rythme de la personne, la distribution de matériel de consommation aux besoins et la prévention et la sensibilisation sur dose et à la consommation sécuritaire. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est l'assouplissement de certaines règles qui, selon mes consultations avec d'autres partenaires du communautaire qui travaillent en jeunesse, c'est quand même un sujet qui reste populaire en ce moment. Justement, avec l'arrivée d'une substance comme le cristal meth, il a fallu vraiment repenser nos façons de faire parce que ça reste une substance, une consommation, en fait, qui amène d'autres types de comportements. Puis, voilà, il fallait repenser comment on travaillait avec ça. L'adaptation de nos fonctionnements dans certains contextes. Et ce qu'on réfléchit pour la suite, ça serait un cadre d'accueil alternatif. Alors, les jeunes qui, encore une fois, excusez-moi l'anglicisme, qui ne fitent pas dans notre cadre, comment est-ce qu'on peut les accompagner autrement? Je vous donne un exemple. Un jeune qui vient dans un drop-in, qui a 100 personnes, que c'est très mouvementé, que c'est bruyant, puis que ça ne fonctionne pas dans cet environnement-là, que c'est trop stimulant pour lui, puis que ça le fait se désorganiser, bien, comment, au lieu de l'exclure des services, on peut l'accompagner autrement? Fait que c'est vraiment quelque chose qui reste au centre de notre réflexion par rapport à ça, puis qui éventuellement sera plus développé. Les services accessibles à des personnes qui ont tendance à ne pas trouver d'endroit, qui ont la capacité de les accueillir, je viens un petit peu d'en parler. Pour ce qui est de l'accompagnement des mineurs en fugue, comme j'ai dit tantôt, on a procédé à la création d'un poste d'intervenant accompagnement et liaison pour mineurs. Dans la rue, encore une fois, selon les snapshots à l'interne que j'ai effectués, il y a 64 des jeunes qui sont passés par la protection de la jeunesse. Et de ces 64 %-là, il y en a 41 qui sont également passés par la LSJPA. Gardant ça en tête et gardant aussi en tête ce que les jeunes ont mentionné dans les comités en termes d'avoir besoin d'accompagnement plus tôt dans leur parcours, bien, on a décidé de créer ce poste qui vient tout juste d'entrer en vigueur. Dans le fond, on vient tout juste d'embaucher quelqu'un. Puis le poste, il a vraiment comme objectif de répondre à des besoins d'accompagnement individuel, spécifiquement des jeunes en fugue, par rapport à la prise de risque, notamment. Le soutien du jeune dans son plan de transition. Alors, c'est travailler plus étroitement avec les centres jeunesse, les intervenants PQJ, pour justement apporter plus de support dans le plan de transition du jeune. Et on a aussi récemment commencé à travailler avec l'approche Family Natural Support, dont vous connaissez peut-être déjà ou vous allez entendre parler probablement cette semaine. C'est une approche qui est vraiment centrée sur le remaillage à la communauté et à la famille, biologique ou choisie. Puis, c'est ça, c'est vraiment avec l'objectif de rattacher le jeune à quelqu'un ou à un groupe de personnes qui est important et sécuritaire pour lui. Sinon, le prochain projet sur lequel je travaille, encore une fois, développer
à partir de recommandations de jeunes là, par rapport au milieu scolaire. C'est un projet de prévention. Puis le projet, ça va être la prochaine diapo, mais il est concerté avec plusieurs partenaires locaux à Montréal. Fait que pourquoi qu'on parle de prévention, sensibilisation à l'itinérance en milieu scolaire? Bien, parce qu'il y a, je pense, Jeunes Plus l'ont mentionné tantôt, 40% des jeunes en situation d'itinérance qui ont eu au moins une expérience d'itinérance avant l'âge de 16 ans. Qu'on peut considérer que, justement, avant l'âge de 16 ans, dans la majorité des cas, sont encore à l'école. Fait que quelle belle opportunité de les rejoindre. Il y a aussi 81% des jeunes dans la rue qui ont dit vouloir retourner aux études ou poursuivre un parcours scolaire. Voilà. Et on a aussi remarqué une hausse de demande d'ateliers face au nombre grandissant des questionnements des élèves par rapport aux personnes en situation d'itinérance. On a parlé du dénombrement tantôt. Là, si on sort un petit peu de l'itinérance jeunesse, même l'itinérance adulte, les nombres ont explosé dans les dernières années. Fait que c'est sûr que ça amène beaucoup de questionnements. Des fois, c'est des préjugés, des mythes que les gens, on peut les aider à défaire. Fait que c'est ça, les écoles ont remarqué que les élèves posaient beaucoup de questions et ne sont pas nécessairement outillés pour répondre à ces questions-là. Fait que les organismes communautaires se font quand même bien solliciter ces temps-ci par rapport à ce sujet-là. Le projet implique 5 organismes communautaires et une université, McGill, Dopamine, Pacte de rue, OBM et Plein Milieu. Les ateliers, c'est quand même c'est un projet, je pourrais vous montrer à la prochaine diapo, mais c'est un projet en cours de développement. On est encore dans les phases assez au début. Mais en gros, c'est un projet qui va comporter deux types d'ateliers. Un destiné aux jeunes de 12 à 17 ans, soit dans les écoles, soit dans les milieux de jeunes, comme par exemple des maisons de jeunes, ayant pour objectif justement de rejoindre des jeunes à risque, de les aiguiller vers des ressources appropriées. Puis, il y a comme un double objectif. Il y a la prévention de l'itinérance jeunesse, mais il y a aussi la sensibilisation à l'itinérance. Fait qu'on profite du moment pour sensibiliser aux réalités de l'itinérance et d'inspirer les jeunes à devenir acteurs de changement par rapport aux propos qu'on peut exprimer par rapport à l'itinérance ou autre. Le deuxième axe du projet qui sera développé dans un futur près, c'est des ateliers destinés aux enseignants, aux personnels scolaires ou aux futurs enseignants, futurs personnels scolaires, donc dans les universités, pour mieux outiller les gens, mais aussi pour développer un sentiment d'être concerné par la cause de l'itinérance, par la prévention de l'itinérance jeunesse. Parce qu'on remarque quand même que les écoles, des fois, on n'a pas toujours le réflexe de penser que, oui, on peut prévenir l'itinérance par les écoles, parce que c'est tellement deux trucs distincts qu'on n'a pas toujours ce réflexe-là, mais c'est quelque chose qu'on veut travailler. Il y a aussi, dans tout ça, le service aux jeunes à risque. Fait que développer de la paire aidance entre les jeunes, outiller les jeunes pour, justement, si tu as un ami à l'école que tu sais qui vit certains enjeux, comment est-ce que tu peux l'aider? Tu sais, tu peux le référer vers une telle personne ou là, tu sais, fait que essayer de former les jeunes à être un acteur de changement positif, encore une fois. Et pour la fin de ma présentation, ce
qu'est-ce que je retiens, en fait, de la dernière année dans mes fonctions de poste? Il va y avoir la continuité des projets en cours. L'implication des jeunes, ça demeure la meilleure analyse des besoins qu'on peut avoir là, au sein d'une organisation. Puis la concertation entre différents acteurs, ça reste une option efficace et inspirante pour la suite des choses. Voilà, merci. OK, merci beaucoup. On a 10 minutes pour les questions. Vous pouvez les poser en anglais ou en français. Il y a un micro juste au centre de salle. Hello? Can you hear me? Sorry, I'll be in English. So my name's Dodi. Thank you for your presentations. I'm wondering how your organizations and even in your program delivery, how you address the duty, when it's working with youth, the duty to report. So especially with, say, youth who are runaways, which would probably be considered missing youth, and building trust with those youth. So how do you address that? Thank you. Hi, thank you for your question. A very good one, by the way. Us at Dans la Rue, we do have a protocol that we created with the SPVM, the police services, and the youth protection services. So we do have like steps that we make when a runaway youth comes into our services. We do not call the youth services protection service right away. Legally, when there is a mandate to, I don't know what the word is, a court order. Yeah, thank you. Legally, we have no choice to report that the youth is in our service. So we do know that this can be a very traumatizing experience for youth to wake up and have police officers in the place ready to bring them back to the Centre Jeunesse. What we prioritize in these situations is really try to collaborate as much as we can with the SPVM and the DPJ, and try to make this experience less traumatizing possible. So we are very transparent with the youth when they come in. When they first do their intake, if they're under 18 years old, we do inform them that this might be a possibility. If we receive a court order, you can expect this to happen. So they know what's to come if they suspect that the Centre Jeunesse is going for a court order. I don't know if I'm forgetting something, but that's pretty much how we work around this question. Moi, ça va être en français. Éric de Moncton. J'ai écrit ma question pour être spécifique. Premièrement, félicitations non seulement sur la présentation, mais pour tout le travail que vous faites au jour le jour. Nous savons pertinemment qu'un seul jeune sorti de la rue est une victoire en soi. Moi, ma job, c'est de tenter d'influencer les décideurs à investir dans des services des jeunes dans la rue de ma région. Comme vous le savez, les décideurs au niveau politique, municipal, provincial recherchent souvent à avoir un retour sur leur investissement. Puis ma question, c'est plus peut-être pour les chercheurs ou la chercheuse. Est-ce que les recherches ou toute autre recherche ont permis d'identifier que les investissements faits en amont
ont permis de sauver au bout? Merci, Eric. C'est une grande question. Moi, je suis vraiment une chercheure plus quali, donc je m'intéresse vraiment aux histoires puis aux vécus. Donc, je suis moins dans les chiffres. Je vais l'annoncer, je vais l'afficher tout de suite. Donc, pour répondre à cette question-là, je ne suis pas la meilleure à parler des investissements. J'aime pas parler. Je sais qu'on vit dans le vrai monde, mais c'est de parler de cash quand on parle c'est ça, du bien-être des jeunes. Je trouve ça difficile. Il y a des chercheurs qui ont fait la preuve quand même. Quand on investit dans différents secteurs, qu'est-ce que ça peut donner? Je pense à un co-chercheur dans le projet, Martin Goyette, qui a quand même fait des preuves sur cette question-là. Je vous invite à aller voir, puis sinon, vous pouvez me contacter, puis je peux vous mettre en lien avec ses recherches. Mais lui a justement fait vraiment des études longitudinales qui démontrent si on investisse plutôt dans des secteurs, tu sais, juste la question de scolarité. Donc, il a fait quand même, il y a des retombées importantes sur qu'est-ce que ça donne quand on a des jeunes qui sortent puis transitionnent à la vie adulte, qui sont sous-scolarisés ou qui ont vraiment des gros défis de santé mentale, mais qui n'ont pas accès à des services. Donc, lui est plus dans le monde quanti, donc de chiffres, puis il a quand même fait des preuves dans ce sens-là. Donc, je pourrais vous partager ça plus tard, si vous voulez. Oui. C'est pas mon domaine, mais je m'appuie sur ces données-là. Oui. Okay. Merci. Mon nom, c'est Christélie Badjila. Je suis chargée de projet de lutte à la pauvreté dans la communauté Innu de Ouachat Makmani Utenam sur la côte nord. Merci en tout cas pour vos différentes présentations très pertinentes. Et j'ai 3 questions pour les chercheurs et aussi pour le comité jeunesse. Donc, est-ce que vous pouvez me dire précisément quelle a été la participation des jeunes autochtones dans la recherche-action et aussi dans le comité jeunesse? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été impliqués dans la construction des savoirs ou dans les différentes étapes du projet? Et voilà, ma 3e question, c'est en tant qu'actrice engagée quand même dans la lutte contre l'itinérance en milieu autochtone, quelle approche me recommanderez-vous pour favoriser justement l'implication des jeunes de la communauté où je travaille dans les différentes initiatives qui existent déjà? Merci. Merci. Mais je ne sais pas si c'est la coalition, puis peut-être la coalition. C'est un peu tout, je pense. Oui, je pense que c'est tout. Je vais répondre au nom de la coalition de façon générale. Ça fait quand même quelques mois / années qu'on essaie d'impliquer les jeunes autochtones dans le comité Jeunes Plus. On a rencontré divers organismes sur l'île de Montréal pour créer j'aime pas le mot partenariat, mais pour créer vraiment une connexion, d'aller les voir, d'expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en est. Moi, ce qu'on me disait que c'était quand même quelque chose qui était qui était un peu plus long. Nos coordonnées sont là. C'est super ouvert, mais pour le moment, on n'a pas eu de retour malgré plusieurs contacts, plusieurs tournées d'organismes. Il n'y a pas eu de retour. À comprendre un peu pourquoi, on a engagé récemment Joanne Cooper, qui est chargée de projet partenariat, qui va se centrer d'ailleurs aussi pour ouvrir avec le milieu autochtone pour faire partie de notre comité à bras ouverts. Et dernière question, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis une personne ayant vécu tout ce qui est itinérance et aussi avec la DPJ, une ex-placée. Et j'avais pas de question précisément, mais je veux plus aller un peu avec mon cœur, ce que je ressens. J'ai pas aussi été ici depuis le début, donc ça se peut que je sois un peu mélangé. Mais en gros, ayant vécu dans tout ce qui est itinérance et ayant été une ex-placée, ma question sera plus au niveau itinérance. J'ai un questionnement concernant les personnes qui ne sont pas adaptées au cadre que propose le communautaire. Notamment, je le ressens beaucoup avec l'organisme dans la rue et leur logement. Ma question est, est-ce qu'il y a, il
il y a un projet où le système peut, genre, admettons, s'adapter aux gens qui sont plus dans la santé mentale, qui sont plus aptes à des parcours plus marginal, qui ne fit pas dans le truc école ou travail. Est-ce que le communautaire pourrait s'adapter à eux? Oui, j'imagine qu'on passe là-bas. Oui. Merci pour ta question, super pertinent. Ben, tu sais, réponse courte, oui, le communautaire peut s'adapter. Puis, dans le fond, je pense qu'il y a une volonté de vouloir s'adapter à différentes réalités, différents enjeux, notamment santé mentale, marginalité et tout le reste. Je pense que les programmes de logement, tu as tout à fait raison, sont souvent bien cadrés, puis ça répond pas aux besoins de tout le monde. C'est un work in progress, je te dirais. Mon plus grand souhait, c'est qu'il y ait plus de programmes éventuellement qui puissent justement répondre à le plus grand éventail de besoins possibles. C'est sûr qu'il y a toujours certaines barrières avec les gouvernements, les financements, tout ça. Mais oui, je pense que je connais pas, en tout cas, je connais pas aucun organisme qui veut pas s'adapter le plus possible là, à différents types de besoins. Puis peut-être si je peux rajouter, merci pour ta question, c'est vrai, c'est super pertinent. Et c'est aussi ce que le milieu institutionnel, de ce que j'entends dans les différents comités qu'on est impliqués, le milieu institutionnel veut aussi s'adapter. Je le cacherai pas, hein, le premier mot qui me vient en tête quand je pense à institution, c'est protocole. Donc, on a des protocoles, on doit respecter un cadre, c'est très hermétique. Pas pour rien, on pourrait se lancer dans un gros débat, mais c'est pas l'objectif. Mais le milieu institutionnel essaie vraiment de comprendre un peu plus, pas de comprendre, mais de dire de quelle façon qu'on peut faire autrement. Et je pense qu'il y a toujours un peu ce silo-là, entre le communautaire et l'institutionnel. On a toujours comme avancé un peu en parallèle. Je pense qu'en ce moment, on essaie tranquillement d'aller vers un croisement de chemin. Est-ce que c'est moi qui est optimiste? Peut-être, mais je pense que j'y crois. Et régulièrement, on se fait vraiment questionner là-dessus. On questionne les jeunes aussi pour voir qu'est-ce qui pourrait fitter dans une unité, qu'est-ce qui pourrait fitter. Donc, on va chercher un peu tout ça pour essayer vraiment de répondre, en fait, pour que l'institutionnel puisse répondre également dans leur milieu d'hébergement aux besoins des différents jeunes. Perfectly timed, it's noon. Merci beaucoup tout le monde. C'est un grand honneur. Merci à notre panel et merci beaucoup.